aujourd'hui, on va voir une présentation sur les automates programmables industriels, API, en anglais PLC, Programmable Logic Controller. Donc les automates sont composés de deux parties principaux. Première chose, la partie matérielle, tout ce qui est automate. Deuxième chose, la partie logicielle de configuration et de programmation. Les automates permettent le contrôle et la supervision des processus industriels tels que par exemple les lignes de production dans les usines. Il y a deux grandes familles d'API. Il y a les API compacts. Donc compact, ça veut dire que c'est un automate qui n'accepte pas la modularité des modules. On ne peut pas ajouter d'autres modules. Donc généralement, les automates compacts, ils sont dédiés pour les petites et moyennes applications. Ils possèdent généralement des entrées et sorties tutoriens, ça veut dire 0,1. Et il y a des automates compacts qui possèdent aussi des entrées analogiques avec un afficheur de supervision des états logiques, avec bien sûr des boutons de programmation et un port de communication. Donc ces automates, ils n'acceptent pas l'ajout d'autres modules et d'augmenter la capacité physique des entrées-sorties. Aussi, ils sont limités en termes de fonctionnalité. Contrairement aux API modulaires, donc ces API sous forme de châssis, donc chaque châssis il a un slot bien précis pour une fonction bien précise, c'est-à-dire CPU, alimentation des entrées-sorties, des modules comptage rapide. Donc il y a plusieurs modules, on les place dans des châssis. Si le châssis est complet, on peut ajouter d'autres châssis. Donc ces automates, ils sont dédiés pour les grandes applications, c'est-à-dire les lignes de production industrielle. Ils possèdent plusieurs ports de communication pour la flexibilité de la communication, soit avec les bus de terrain ou avec les systèmes de supervision. Donc ces automates modulaires, ils sont très puissants et ils acceptent la modularité, donc on peut ajouter d'autres modules. Il existe plusieurs marques qui sont présentes avec force dans les marchés industriels. On va citer quelques-unes. Il y a les Allemands comme Siemens, il y a les Japonais Mitsubishi par exemple, il y a les Américains Rockwell Automation, ils présentent la marque Allen Bradley. Donc le coût des automates programmables dépend bien sûr, est-ce que c'est un automate compact ou bien modulaire. Et bien sûr, s'il est modulaire, le nombre d'entrées-sorties, les modules. Donc il y a plusieurs contraintes de dimensionnement, on va les voir après. Donc le coût, il varie de $200 à $10 000. Donc pour un seul automate, si on a bien sûr une ligne de production, donc on peut mettre 2 ou bien 3 automates. Donc ça dépend du dimensionnement. Quelle que soit la famille d'automates, il va lire l'état des entrées qui sont présents, il va les enregistrer dans la mémoire d'entrée. Après, il va faire le traitement approprié selon le programme élaboré par l'opérateur, bien sûr. Après, il va commander la sortie adéquate. Donc la commande de la sortie, il ne se fait pas directement via la sortie, il se fait bien sûr via un contacteur. Donc le contacteur, il va jouer le rôle de protection de la sortie de l'automate et bien sûr les moteurs asynchrones par exemple et les autres charges puissantes. Donc il demande une puissance très grande, donc l'automate il ne peut pas délivrer cette puissance. Donc le contacteur, on va juste commander la bobine du contacteur et on va alimenter la charge par la puissance appropriée bien sûr. L'automate ne peut pas lire et traiter n'importe quel signal électrique, donc il traite des informations bien précises et normalisées. Donc il traite les entrées tutoriens en off, les signaux analogiques et les signaux numériques. Les informations tutoriens, c'est comme par exemple des boutons poussoirs, donc c'est tutorien, comme par exemple des contacts secs de contacteurs par exemple. Les signaux analogiques comme des thermocouples ou bien des capteurs d'humidité et de température.
Numérique, c'est comme des modules spéciaux. Par exemple, un automate qui veut communiquer avec un automate, ou bien un module de calcul de vitesse, par exemple, qui sera lié à l'automate via un bus, un protocole. Donc c'est un protocole, donc c'est numérique. C'est une trame, c'est pas tout ou rien, c'est une trame qui commence par un start et un protocole bien spécifié. Les API acceptent généralement 5 langages de programmation. Première chose, il y a l'assembleur. L'assembleur, il y a des jeux d'instructions pour, bien sûr, formuler le programme. Après, il y a le textuel. Le textuel, c'est comme le langage C, le Pascal. Donc, on formule un langage, des conditions et des structures avec des fonctions. Et comme ça, le logiciel, il va les convertir en hexadécimal pour commander les sorties. Après, il y a le ladder. Le ladder, c'est avec des contacts. Donc, c'est un logique avec des contacts pour faire des entrées et sorties. Le bloc logique, c'est avec des fonctions logiques, AND, OR, XOR, etc. Et dernière chose, c'est le graph set. Donc, on peut, par exemple, écrire notre graph set et on peut directement l'envoyer à l'automate. Donc, il y a des automates et des fournisseurs, des marques qui acceptent l'envoi du graph set directement, et le logiciel ou bien l'automate, il fait la conversion directe pour commander le processus directement. Le câblage des API, c'est pas une tâche simple, mais il demande une certaine expertise. Donc, il demande des techniciens au niveau qui sont expérimentés dans ce domaine. Donc, pour le câblage, la partie haut, c'est les sorties par exemple. La partie basse, c'est les entrées. L'automate est alimenté par une tension de 120 volts alternative. Il a déjà un transfo, donc il nous donne 24 volts. Donc, les entrées, par exemple, tutoriel, donc c'est un contact sec. On doit passer par le capteur et à partir de l'alimentation 24 volts. Donc, si on branche 24 volts vers une entrée, par exemple, représentée réellement par un vis, par exemple, soit l'entrée 0, ou bien l'entrée 1, ou bien 2, ou bien 3, etc. Donc, vers le 24 volts, il va lire une entrée. Mais bien sûr, en passant par le capteur. Donc, le capteur, c'est lui, par exemple, un flotteur, c'est lui qui va bien sûr, donner le contact sec, activer le contact sec pour la lecture d'une entrée, par exemple. Les sorties, chaque sortie, il a deux broches, c'est par exemple C0 et 0. Donc les sorties, ils demandent la puissance. Par exemple, on va commander par exemple un moteur, mais un moteur, on va commander le contacteur seulement. Donc pour protéger nos sorties. Donc on va brancher par exemple le 24 volts vers le C0. Après, si la sortie est activée, donc 0, il va être le 24 volts. On va alimenter directement la bobine du contacteur et du bobine vers la masse. Donc c'est facile, chaque sortie il a deux broches, C0 par exemple 0, C1 1. Donc on va injecter l'entrée 24 volts externe. Après, si la sortie est activée, donc le contact va être fermé, le C0 va être lié à 0. Après, on va le 0, c'est on aura le 24 volts externe et on va commander le contacteur, par exemple la bobine du contacteur, et vers le moins. Et bien sûr, dans le contacteur, on va injecter le 220 volts ou bien 380 volts pour commander un moteur, par exemple, ou bien une commande, un distributeur pneumatique, par exemple, ou bien l'éclairage, etc. Donc le câblage, il est très sensible, donc il demande une certaine expertise. Pour le câblage des entrées analogiques et les modules spéciaux, on va le voir dans les prochains cours. Comment un API traite ces données? Donc la procédure de traitement de données est similaire pour toutes les marques. Donc première chose, il y a traitement interne, traitement d'horloge, CPU, etc. Après, il y a la lecture des entrées.
Donc il va lire les entrées et les enregistrer dans la mémoire des entrées. Après il y a l'exécution du programme. Donc ça, il traite et exécute le programme demandé par l'opérateur. Après, il y a l'écriture des sorties, donc il place les sorties dans la mémoire image des sorties et après ils sont appliqués physiquement dans les sorties. Donc cette opération, il s'appelle scrutation. Donc le temps de scrutation, c'est le temps de ces 4 étapes: traitement interne, lecture des entrées, exécution du programme, écriture des sorties. Donc le temps de scrutation généralement c'est en millisecondes. Donc le temps parce que l'automate il fait un traitement cyclique. Donc chaque instant il fait ces étapes. Donc il fait une scrutation pour voir est-ce qu'il y a une entrée qui est active ou non. Donc à chaque fois il fait cette opération de scrutation. L'architecture de communication des API généralement est la suivante. On a des capteurs niveau 0 de terrain. Donc afin d'optimiser et de gagner beaucoup de câbles dans la partie câblage, donc on câble les capteurs terrain avec les modules déportés de terrain. Donc on va pas les câbler avec l'automate mètre directement pour gagner la quantité énorme de câbles. Donc on les câble avec les modules déportés. Après, les modules déportés entre eux ils sont liés avec un bus de communication. Donc généralement le bus de terrain, donc c'est des câbles soit 0,10 volts, ou bien c'est les communications capteurs, ou bien un câble tutorien. Donc c'est un câble électrique avec un signal tutorien. Et depuis, à partir de ces modules déportés, on fait une communication avec l'automate mètre pour établir la communication entre les capteurs et l'automate mètre, parce que l'automate mètre c'est lui le maître et qui gère toute l'installation. Donc il y a ce qu'on appelle le modèle SIM. Donc le modèle SIM il permet de représenter les niveaux et les protocoles de communication selon l'emplacement exact dans l'usine. Par exemple, le niveau 0, il représente le protocole de communication, par exemple ASI. Donc il y a les capteurs, donc il y a les signaux tutoriens, donc il y a les 0,10 volts. Donc il y a les capteurs avec les modules déportés. Après le niveau 1, il y a la communication entre les modules déportés et l'automate mètre. Après il y a la communication par exemple entre un automate mètre et un autre automate mètre. Et après il y a le niveau supérieur management. Donc il y a la supervision par exemple du directeur technique qui va lire toutes bien sûr les rapports bien sûr, dans une communication Ethernet. Donc il peut lire ses rapports chez lui à la maison à 100 km par exemple en se connectant via un PC vers le serveur de stockage de ces informations. Donc le modèle SIM il représente exactement où on est. Donc si on est dans le terrain, donc il y a le bus de terrain, il y a le niveau 0, il y a la distance inf qui est de 100 mètres. Donc si on est dans une communication module déporté automate, donc on est au niveau 1 km, un protocole, il y a plusieurs protocoles de communication, par exemple le Profibus PA par exemple. Après il y a le niveau 2, communication entre automates de cette ligne avec les automates d'autres lignes. Donc c'est Profibus FMS par exemple de Siemens. Donc on est à 10 km. Et la couche supérieure c'est l'Ethernet, c'est la couche top management pour les directeurs techniques ou bien le directeur général en se connectant à distance par exemple. Le dimensionnement d'un API dépend de plusieurs contraintes, notamment la famille des automates. Si on a des grandes ou bien des moyens ou petites applications,
Donc si on a des grandes applications, il faut opter pour les automates modulaires. Si on a des petites ou moyennes applications, il faut opter pour les automates compacts. Après, il faut quantifier le nombre de capteurs et la nature des données à traiter. Est-ce qu'on a des données, des capteurs analogiques? Est-ce qu'on a des modules spéciaux, comptage de vitesse? On a des compteurs? Est-ce qu'on a bien sûr des entrées tutoriels? Donc il faut quantifier et connaître la nature des données. Après, il faut voir la distance entre l'atelier et le bus de terrain. Donc là, on a les capteurs. Si on a une très grande distance, donc il faut opter pour la solution modulaire avec des blocs et des modules déportés. Donc pour éviter la quantité énorme de câbles depuis le bus de terrain vers l'atelier. Donc on va partir avec un câble bus depuis les modules déportés et vers l'automate maître. Après, il faut voir les fonctions de communication. Si on a un automate qui va communiquer avec un autre automate d'une autre ligne, donc il faut prévoir les cartes de communication nécessaires, par exemple Profibus FMS pour CMS. Donc il faut prévoir, ou bien DH plus Data Highway en Alain Bradley. Donc il faut prévoir les cartes nécessaires pour effectuer cette communication. Donc bien sûr pour le dimensionnement d'un API, donc il faut optimiser, il faut avoir le bon rapport qualité-prix.